Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Vous écoutez Les Aventures de la Princesse, c'est l'épisode 5 déjà de notre rétrospective Denis Lavant. Déjà. Je suis toujours avec Clémence. Rebonjour. Et je suis toujours Donna. On est toujours très heureux de poursuivre cette aventure, même si elle est faite de montagnes plus ou moins escarpées. Nous sommes sur un roller coaster absolument démentiel avec cette rétrospective. Sachez qu'à chaque fois qu'on regarde les films, on passe toujours par les mêmes étapes où à un moment on se dit « Non mais c'est quand même vraiment beaucoup trop nul, c'est pas possible, on va s'arrêter là, on ne survivra pas. » Et puis, il y a des films qui reviennent à un moment ou à un autre et qui nous donnent du baume au cœur. Tout à fait. Toujours une petite pépite pour nous redonner un peu d'espoir. Donc on continue. Et donc là pour vous ce sera pareil, si vous trouvez qu'il y a trop de bons films, enfin trop de mauvais films, sachez qu'il y a des belles surprises à découvrir. Puis si au contraire vous nous écoutez pour nous entendre défoncer des films honteux, infâmes, et ben sachez qu'il y en aura dans cet épisode. Vous allez être servis. En fait, il y en a pour tout le monde, quoi. Exactement, c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait que c'est une belle aventure. Tout à fait. Pour notre princesse. Donc du coup, dans cette rétrospective de Denis Lavant, on s'était arrêté la dernière fois, l'année dernière. Le dernier épisode est sorti pour nous, alors vous l'écoutez peut-être tout d'une traite, mais nous c'était en 2025, et on s'était arrêté sur l'année 2004 de Denis Lavant avec Un long dimanche de fiançailles, le film de Jean-Pierre Jeunet qui nous avait laissé un petit peu sur notre faim sans que le film soit honteux, mais beaucoup de petits détails nous avaient dérangé, et le film vous n'avez pas accroché, peut-être parce que Denis Lavant n'était pas assez présent dans le film. Oh, peut-être. On va pouvoir comparer avec les films de ce soir, d'aujourd'hui. Tout à fait. Peut-être que le film était juste décevant aussi. Peut-être que le problème c'était Jean-Pierre Jeunet. Depuis le début. On ne pourra pas comparer puisque, en tout cas à ce jour, Denis Lavant n'a toujours pas rejoué chez Jean-Pierre Jeunet. Donc on est épargné pour le pire et le meilleur. Donc du coup on a fini cette année 2004, on commence directement avec l'année 2005. Donc en 2005, j'ai pas trop regardé cette fois l'état de la carrière théâtrale parallèle de Denis Lavant. De ce que j'ai vu, il joue encore beaucoup, tous les ans dans plusieurs pièces. Il n'y a pas forcément de ligne qui... contrairement à la dernière fois où il y avait des auteurs, des metteurs en scène qui revenaient, là c'est très diversifié en fonction des théâtres, des compagnies, des metteurs en scène. Mais encore une fois, ce n'est pas notre domaine. Tout à fait. Mais effectivement, ce qu'on remarque, c'est qu'il est très présent au théâtre. Et là, on va le voir avec les films qu'on va commenter ce soir. On est sur des films où, on va dire, des films mineurs, dans un sens. Regarde, c'est pas des semaines et des semaines de tournage pour Denis Lavant, c'est pas des énormes projets avec une grande préparation. Donc on sent qu'effectivement, sa carrière principale dans ces années 2004-2008 qu'on va étudier aujourd'hui, c'est sa carrière de théâtre. Ouais, exception faite peut-être du film Tokyo qu'on va traiter dans cet épisode qui est un peu plus une grosse production. Effectivement. Mais ça s'explique par plusieurs éléments, je pense, notamment le fait qu'il y ait Léos Carax à la réalisation. Mais qui, je pense, de toute façon on y reviendra, mais qui, je pense, a été tourné en 1 ou 2 jours. Ça reste bien sûr. Un tout petit tournage, mais effectivement, il y a un déplacement, il y a tout un projet. Mais on n'y est pas encore, là on est en 2005. Et donc, le film en 2005 qui sort avec Denis Lavant, c'est un film qui s'appelle Camping Sauvage, réalisé par 2 personnes, Christophe Ali et Nicolas Bonilori, qui donc sont des gens qui se sont rencontrés sur les bancs de l'école, qui sont des anciens projectionnistes. Je crois que c'est leur 2e film. Oui, ça, ils avaient réalisé un film qui durait tout juste une heure, donc qui comptait tout juste comme un premier long métrage, passé inaperçu, celui-là un 2e, et un 3e qui a un tout petit peu plus fait parler grâce à une actrice un peu connue, mais ce 2e film est passé lui aussi très inaperçu, très peu de mentions dans la presse, malgré du coup ce casting avec donc Denis Lavant dans un rôle principal. Ça faisait un peu de temps qu'on l'avait pas vu, là c'est un vrai rôle principal. Ouais. Il est tout le long du film. Et pour lui donner la réplique, c'est Isilde Lebesco, donc qui à ce moment-là, donc elle a 15 ans de moins que Denis Lavant. Elle a 24 ans. Ouais, elle a 24 ans. Ouais. Et elle joue un personnage de 17 ans. Oui. Mais je sais plus l'écart d'âge avec Denis Lavant, mais elle est beaucoup plus jeune. Je crois qu'il y a 20 ans, 30 ans d'écart. Ça doit être 20, je crois. Je les emmerde. On les emmerde. Et donc c'est tout l'enjeu de ce film. Qu'est-ce que ça raconte, Camping Sauvage ? C'est l'arrivée de Denis Lavant, un homme un peu solitaire, un peu, on va dire, heurté par la vie, dans un camping en tant que, je sais même plus trop quoi... En tant que moniteur de voile. Ah oui, c'est ça, moniteur de voile.
et qui va rencontrer une jeune fille qui est là avec sa famille, et qui se fait chier. Qui se fait chier, et va naître une romance entre les deux, en fait, qui ne sera pas forcément au goût de tout le monde, puisque elle est mineure, le personnage dans le film est mineur, et moi je n'ai rien à dire sur le film, j'ai abandonné très très vite, vraiment, j'ai zappé dedans, ça a été insupportable, c'est très mal réalisé, les dialogues sont affreux, vraiment les dialogues sont d'une lourdeur absolue de description, et j'ai juste noté que le film commence dans son générique avec écrit les films à $1 présente. Et ça m'a rappelé le générique des émissions de Mea, qui était annoncé par les productions sans budget, écrit en un seul mot. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est pareil, sauf que là où c'est drôle dans une émission YouTube, c'est quand même un peu moins dans un film pour lequel on a des attentes. Un film de cinéma. Voilà. Mais effectivement, non, il n'y a pas plus que $1 là-dedans. Je n'ai rien à dire. Est-ce que tu as des choses à dire ? Oh, j'aurais beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu es allé au bout du film, déjà ? Alors oui, je suis allée au bout, mais en regardant un peu de loin. Au début, j'étais un petit peu investie pendant, disons, les 15 premières minutes, on va dire. Et après, je faisais autre chose. Donc on peut dire que j'ai regardé le film, j'ai suivi l'histoire jusqu'au bout. Mais bon, voilà, je me suis pas investie émotionnellement dans le film parce que je sentais que si je le faisais, j'aurais été énervée. Et je n'avais pas envie d'être énervée. Voilà. Et je suis totalement d'accord, il n'y a rien à dire sur ce film. La cinématographie est très basique. C'est tourné dehors, donc on a une lumière naturelle qui fait très années 2000, avec un grain de caméra qui pourrait être charmant, mais qui ne l'est pas, parce que ce film n'a rien de charmant, en fait. Et le sujet m'a mis très mal à l'aise, bien sûr, parce que au-delà du fait que c'est une idylle entre un vieux mec et une très jeune fille, elle est ce qui pourrait être un sujet intéressant et qui a été bien traité dans l'histoire du cinéma. Là, on nous fait vraiment vraiment comprendre que ces deux personnages sont à part, ils sont différents, ils ont des aspirations plus grandes et que tous les autres autour sont des gros beaufs odieux et dégueulasses. Donc bon, déjà ça part bien. Donc vraiment, pour moi ça posait problème le fait de romancer à fond les ballons cette idylle très dérangeante. Et je me demande... Non, en fait, je me demande pas vraiment ce que Denis Lavant est allé faire là-dedans, mais on va en parler un peu après. Et sinon, j'ai trouvé ça, au-delà du côté un peu provoquant, polémique, j'ai trouvé ça assez mal écrit. Il y a aucune alchimie entre les deux personnages, leur romance entre guillemets, parce qu'ils se parlent 2 fois et tout le monde est persuadé autour d'eux qu'ils sont obsédés l'un par l'autre, qu'ils vont coucher ensemble et tout, alors qu'ils se parlent, ils se parlent 2-3 fois quoi dans le film et après ils décident de partir ensemble et tout, donc on n'y croit pas en fait, vraiment, au-delà de l'écart d'âge et tout ça, on n'y croit pas au lien entre ces deux personnages quoi. Et du coup le film s'efforce de rendre tous les autres autour insupportables, y compris la femme de Denis Lavant, parce que oui, il a une femme qui est jouée par Emmanuelle Berco d'ailleurs, qu'on nous présente comme une espèce de mégère hystérique, en gros, il n'y a pas d'autre mot pour ça, je pense. Alors que, concrètement, c'est elle qui a raison. Elle se fait abandonner par son mari et tromper avec une fille de 17 ans, et elle doit s'occuper seule d'un petit enfant. Oui, elle est dans le vrai quand elle s'énerve et qu'elle dit qu'elle en a marre, donc voilà, on n'y croit pas, quoi. On pourrait y croire, si on pensait cyniquement, on pourrait se dire que ça marcherait avec des personnages bien écrits et tout ça, mais ça ne marche pas. Je répète que vous allez peut-être entendre le chat dans cet épisode, c'est toujours un podcast maison, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette scène surréaliste, fantastique, de cauchemar ? Oui, alors, oui, effectivement, ça c'est une scène qui m'a fait un peu lever le sourcil, et lever les yeux aussi, parce que j'étais en train d'être sur mon téléphone, voilà, en me disant, en fait c'est horrible parce que je me suis dit, il se passe quelque chose d'intéressant. En fait, c'est une scène où le personnage de Denis Lavant dort dans sa tente, donc est-ce que ça se passe dans un camping, et il se fait violemment réveiller et attraper par tous les hommes du camping, donc le père de la fille, le copain de la fille, et puis plein d'autres, voilà.
dans une ambiance un peu bleutée, un peu mystique et tout ça, c'est la nuit. Et donc les hommes l'attachent au milieu d'un espace vide, qui je suppose est le terrain de pétanque du coup. Ils l'attachent avec les bras et les jambes écartés, donc en croix, et ils se mettent à faire de la pétanque sur lui, quoi. Et à lancer des boules sur lui, et il y a des moments un peu dégoûtants, un petit peu gore, parce que il se prend les boules de pétanque qui sont très lourdes, donc en pleine tête, tout ça, il saigne, il hurle, et en fait, donc c'était un rêve, hein, bien sûr, c'était un cauchemar, et j'ai presque été déçue que ce soit un cauchemar, parce que c'était tellement grand guignolesque, et ça, il se passait enfin quelque chose d'un peu original, j'ai envie de te dire, donc c'est dire si le film était... voilà. Et vraiment, je ne comprends pas ce que cette scène fait là, en fait, il fallait apporter un peu de dégueulasse, un peu de sang et tout ça, mais bon, c'est dans un cauchemar, donc ça n'a aucune conséquence. Et c'est juste, on voit Denis Lavant, le pauvre, il cauchemarde qu'on lui fasse du mal, oh là là, bah c'est triste, mais j'ai aucune empathie pour toi, monsieur, voilà. Et voilà, donc cette scène-là, moi, elle m'a bien fait rire. Et elle m'a aussi déçue, parce que j'ai cru qu'il se passait quelque chose d'intéressant, mais en fait, non. Je pense qu'il voulait faire croire, il voulait s'auto-persuader qu'il ne faisait pas un film qui se résumait à une grande romance pédophile, mais faire un film sur le soupçon, sur... Oui. Voilà, parce qu'au début, c'est pas bien clair, genre, les gens, ils l'accusent, mais alors qu'il s'est rien passé. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'ils ont voulu, quelque part, s'auto-persuader, se dire, ok, donc du coup, on a mis une scène pour montrer, voilà, un peu, genre, les campeurs, voilà, un truc très, du Pont-la-Joie, quoi, en groupe masculin, violent, qui viennent faire la justice, sauf que ça n'avait rien à faire dans leur film, qui, du coup, est en fait qu'une romance pédophile. Et qui cautionne cette romance à fond, avec des montages romantiques, avec de la musique, où ils sont tous les deux à rigoler, quoi. Il y a un film complètement romantique, même sa fin, qui n'est que ça. C'est tragico-romantique et tout. Moi, oui, justement, ce que tu me dis, ça me fait penser à quelque chose que je me suis dit pendant que je regardais le film. En fait, ça me rappelle beaucoup, et je suis désolée Henri Georges, mais ça me rappelle Le Corbeau de Clouzot, avec tout un village, donc là c'est un camping, qui accuse, qui traque, qui est parano, mais c'est tellement... Enfin, on est tellement à l'opposé du Corbeau, quoi. Enfin, Le Corbeau, c'est un film assez merveilleux, virtuose, et sur justement la paranoïa d'un groupe de personnes refermées sur lui-même, ce qui est un peu ce qui se passe là, mais la paranoïa est justifiée dans ce film, donc... Elle n'est pas vraiment traitée, finalement. C'est juste au début, on sait pas trop pourquoi, mais c'est vraiment pas le sujet, c'est vraiment que la romance. Oui, c'est pour ça, du coup, tu commençais à amener un peu cette question de qu'est-ce que Denis Lavant fait là. Oui. Bon, le film est une confirmation de quelque chose qui paraissait déjà un petit peu évident, mais là où, donc pour ceux qui ont écouté les anciens épisodes, dans Visiblement Je vous aime, on pouvait mettre ça sur le compte le compte de l'aveuglement collectif d'une partie de la gauche sur des mouvements alternatifs, que dans Tuvalu on pouvait mettre ça sur le compte d'une poésie générale un peu enfantine, peut-être, parce qu'il joue un personnage qui a l'air assez jeune et immature finalement, donc ça passait entre guillemets. Tout à fait, et donc sur cette poésie et sur des éléments qui sont en fait très présents dans l'art de manière générale et donc qui sont pas évidents. Là, à aucun moment en lisant ce scénario, il est possible de voir autre chose que ce qu'il est. Le film n'est rien d'autre que ce qu'il est. Vraiment, c'est assez vide, c'est très pauvre. C'est juste cette romance montrée comme un espèce de Roméo et Juliette, alors qu'elle est nulle, d'autant plus avec le casting qui donc donne quand même le rôle féminin à Isid Lebesco, qui est à ce moment-là la muse de toute la pédophilie auteuriste française. Elle a notamment joué chez Doyon et comment il s'appelle, et Benoît Jacot, et je crois qu'elle s'est fait agresser par les deux. Oui, tout à fait. Donc du coup, c'est bien triste. Donc à aucun moment le film peut se prétendre être autre chose que ce qu'il n'est, et donc à aucun moment le choix de jouer dans ce petit film à petit budget de deux réalisateurs assez obscurs, voilà, qui n'offre ni un gros budget, ni une possibilité d'aller tourner au soleil, ni quoi que ce soit, ne peut être autre chose qu'une véritable envie de jouer ça de la part d'un acteur.
Et voilà, je pense Oui. qu'il faut prendre il faut acter cette conclusion qu'il y a une prédisposition, il existe une prédisposition chez Denis Lavant à jouer des rôles qui flirtent avec la pédophilie. Et du coup, c'est terrible parce que ce film-là, il remet vraiment en question tous les autres films qu'on pouvait, entre guillemets, excuser avant, quoi. Mais y compris ceux qu'on n'a pas trop cités et où il joue divers agresseurs et tout ça, quoi. Enfin, il y a un vrai problème, en fait, avec le choix des rôles. Et oui, effectivement, ça se justifie pas par le fait d'aller jouer avec des petits réalisateurs qui montent et tout, ce qu'il va faire plus tard dans sa carrière, hein, mais sans pédophilie, quoi. Peut-être parce qu'il devient trop vieux, je sais pas. Donc voilà, on lui propose plus ce genre de rôle. Mais là, ouais, ce film-là, il est vraiment dérangeant, déjà par le sujet et la mise en scène du sujet en question. Et ensuite par tout ce qu'il implique sur les velléités de Denis Lavant, en fait. Voilà. On commence bien, hein, l'épisode. Et oui, ça promet un super épisode, donc on va passer vite à la suite, puisque vous l'avez compris, c'est un film, là pour le coup, c'est même pas qu'il l'ait raté, c'est vraiment qu'il n'a aucun intérêt. C'est assez rare de pouvoir dire ça, assez dur de dire ça, mais là on est vraiment sur un film qui n'aurait pas dû exister, voilà. Je pense. Hein, vraiment, clairement, tout le projet dès le début, alors on n'a pas vu le reste de la carrière, qui se compose de 3 films, de ces 2 réalisateurs, et autant dire qu'on n'en a pas du tout envie. Non. Mais d'autant que du peu de retours qui existent sur ces films, ils sont assez peu appréciés de manière générale. Mais donc voilà, pour Camping Sauvage, donc ne le regardez pas. De toute façon, c'est difficile de tomber dessus par hasard. Oui. Et on va continuer avec des films que malheureusement on n'a pas trouvés. C'est toujours notre grand regret, c'est qu'il y a beaucoup de courts-métrages dans la carrière de Denis Lavant. Et il nous semble que il y a parfois plus d'intérêt dans les courts-métrages, donc il y a plus de liberté, forcément c'est toujours le plaisir des courts-métrages. La raison décréta que chaque chose devait être soit vraie, soit fausse, mais pas les deux à la fois. La vérité dut chercher un endroit pour se cacher. Et donc du coup, ce premier court-métrage qu'on n'a pas pu voir intégralement s'appelle « Qui a mangé la soupe cosmique ?». Il est réalisé par Geneviève Anouri. Il est financé par le CNRS, c'est un film scientifique. On en a vu un tout petit extrait, c'est un film d'animation en volume, donc en stop motion, avec une voix off de Denis Lavant, une voix off qui se présente comme un peu plus scientifique, comme probablement plus destinée aux enfants. Ça fait bizarre et plaisir d'entendre Denis Lavant puisqu'on a pu écouter un tout petit extrait d'1 minute, où on l'entend avec une voix beaucoup plus posée, plus ronde, qui vient moins chercher là où ça gratte, ce qu'il aime bien faire généralement. Et donc on vous donne ce petit résumé, la véritable histoire de l'univers, du monde et des hommes, comment, pourquoi, où va-t-on ? Le premier film de gastrophysique entièrement comestible, et hop, le tout en moins de 13 minutes. Vous pouvez trouver 2 petits extraits sur internet, ça a l'air très mignon, et comme d'habitude, si vous avez moyen de nous faire parvenir le film, on est intéressé. Oui, tout à fait. Surtout que celui-ci a l'air particulièrement savoureux. Oh, en effet. Donc du coup, on était en 2005 toujours, on passe en 2006, avec encore un court-métrage introuvable pour l'instant, donc ça s'appelle Élégance, c'est réalisé par Daniel Virotte, c'est un court-métrage de 30 minutes cette fois, court-métrage de 30 minutes, dans lequel Denis Lavant joue un premier rôle, un film de fiction. On vous donne le résumé, un homme déchu parvient à se faire engager dans un bar chic comme pianiste, avec le concours de complices inattendus, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Voici un conte de fées, l'histoire simple et humaine d'un homme qui vit entouré de gants. Ça a l'air très mystérieux et ça fait très envie en fait, comme le court-métrage précédent. Exactement, il n'y a que quelques images, quelques captures d'écran qui existent sur internet et ça donne très envie. On voit un Denis Lavant dans un univers peut-être parfois plus réaliste avec un peu de surnaturel au milieu. Mais oui, tout à fait. Ça donne très envie, encore une fois, si vous pouvez nous le faire parvenir. Nous sommes preneurs. Mais de toute façon, on se doute que la carrière court-métrage de Denis Lavant, elle est plus intéressante. Déjà parce que les anciens se souviennent de Paris Ficelle, qu'on avait regardé, qui était super. Et les courts-métrages, généralement, c'est vraiment des propositions uniques de réalisateurs qui ont plein d'idées et tout,
Et c'est un peu désolant de se taper des films comme Camping Sauvage et de pas pouvoir voir les courts-métrages un peu mystérieux dans lesquels il a joué, quoi. Même si on peut en voir quelques-uns, heureusement, mais voilà, ce serait vraiment chouette de pouvoir tous les rattraper, peut-être dans un épisode rattrapage plus tard, quoi. Je ne sais pas. Ce serait en effet avec plaisir, et donc on passe à l'année 2006, on est toujours en 2006, avec un nouveau long-métrage qu'on a pu voir, et un nouveau déplacement territorial, et un nouveau grand cinéaste, quoi que ça veut dire, mais en tout cas, ça fait, voilà, Enfin, il y avait eu Jean-Pierre Jeunet, mais en tout cas, on retrouve un cinéaste avec une patte, avec un style bien à lui. Eugenio, you can't fly this plane. You cannot fly this plane. What? You think I can manage that? I know that you can manage that. Okay. I know you can manage it. You know me, I was a... Now we have to drop food. We are flying out. We are not flying to Los Angeles. We are not flying. I've seen you a lot. Your name is Eugenio? Eugenio. Eugene, I fly to Denver, Colorado, Mexico. Yeah, but I can't let you fly. You see, we have to drop food. C'est un film qui s'appelle Mr. Lonely, qui est réalisé par Harmony Korine, scénarisé par Korine et son frère, donc par Korine et Korine, dans lequel Denis Lavant joue Charlie Chaplin. Alors moi j'attendais, en voyant ça depuis des années sur Wikipédia, je me disais « Oh mais Denis Lavant a incarné Charlie Chaplin, et Ouais. on le verra dans des épisodes futurs, il a incarné d'autres personnages historiques, avec parfois brio, et je me disais « Mais quelle idée de génie, quel choix merveilleux !» Non. Non. En fait c'est un film qui s'intéresse à des personnages qui sont des sosies de stars. Donc du coup, on va suivre des personnes qui sont des sosies de stars, mais qui sont des sosies de stars du matin au soir, qui voilà ne font pas forcément de spectacle, mais juste le son en continu. Et donc, on va suivre le personnage de Diego Luna, qui est un sosie de Michael Jackson, qui est à Paris, et qui va rencontrer une sosie de Marilyn Monroe, jouée par Samantha Morton, qui va lui faire rencontrer tout un groupe de sosies en continu, avec donc Denis Lavant, qui est un sosie de Charlie Chaplin, et qui est le mari de Madame Marilyn. Et qui est le père de Shirley Temple aussi. Oui, effectivement, même les enfants sont des sosies. Oui. Et en parallèle de cette histoire qui n'a pas beaucoup d'enjeux, parce que là je vous ai résumé tout, on a une histoire avec Werner Herzog et des bonnes sœurs. L'homme, hein, pas quelqu'un qui incarne Werner Herzog, le vrai Werner Herzog. Oui, là, c'est le vrai Werner Faut Herzog. préciser. Donc qui est avec des bonnes sœurs et qui fait des distributions alimentaires en avion lorsque l'une des bonnes sœurs est témoin, en tout cas vit un miracle, et donc ça va un peu chambouler leur vie. Et va-t-il y avoir croisement entre les deux histoires ou pas ? C'est l'un des seuls enjeux qu'il y a dans ce film un peu sans enjeu. Et je rajoute dans le casting qu'on a une apparition de Léos Carax en agent de sosie, appelé Renard, ce qui lui va bien, mais Oui. on sait pas trop pourquoi. Voilà. Maintenant, j'ai résumé ce non-scénario Autant que possible, oui. autant que possible. Voilà, j'ai résumé jusqu'au bout. Hein. Enfin, si je veux spoiler la fin, c'est juste les 10 dernières minutes que j'ai pas résumé, mais sinon j'ai bien résumé Oui. une bonne 1h10, 1h20 du film. Ouais. Est-ce que tu as des choses à dire sur ce... C'était ton premier Harmony Korine, toi, en plus, il me semble. Oui, tout à fait, oui. C'était ma première rencontre avec ce grand réalisateur plébiscité. En fait, j'ai rien à dire, je crois. Vraiment, les mots me viennent pas. Je peux dire, j'étais contente de voir Werner Herzog, je l'aime bien. Mais sinon, qu'est-ce que tu veux dire, en fait ? Il se passe rien. C'est vraiment du cinéma, excusez l'expression, mais du cinéma postmoderne à la con, quoi, qui veut tout déconstruire et qui, du coup, ne construit aucune histoire, aucun enjeu, aucun sens, en fait, au film. C'est un cinéma de personnes qui n'ont rien à dire, selon moi, et on en a croisé plusieurs dans cette chronique, dans cette rétrospective. Donc, bon, voilà, je me suis posé des questions pendant le film. Pourquoi des nonnes au ralenti ? Pourquoi des nonnes ? Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a 2 films en un et que les 2 vont nulle part ? Bon, voilà, parce que oui, non, le côté nonne et le côté sosie ne se rencontrent pas. Hein. Voilà. Désolée pour le spoil, mais voilà. Il n'y a pas de lien entre les deux. Je crois capter un gloubi-boulga de discours sur la foi, sur la déception, sur le fait d'être soi-même. Mais vraiment,
il y a rien, quoi, en fait. Je sais pas si derrière, il y a un message clair et précis de la part de Corinne, mais je pense pas. Et voilà, c'est un film qui est composé de longs moments assez malaisants, pardonnez l'expression, de Diego Luna qui fait Michael Jackson sans la musique de Michael Jackson parce qu'ils ont pas eu les droits, hein, voilà, trop cher. Et donc c'est très long et très douloureux, pas dans le sens désagréable, mais dans le sens ah là là, mais pourquoi s'infliger ça, en fait, c'est encore un film qui vaut pas la peine d'être vu, quoi, vraiment. Et puis en plus, Denis Lavant, qui est super vieux, il sort encore avec une jeune fille, bon voilà, ça c'est énervant, mais bon, on commence à être habitué. Mais bon, voilà. Là, l'écart est moindre et plus acceptable que dans le précédent film. C'est ça. Mais voilà. Bon. Denis Lavant, encore la quarantaine. Oui. Et l'actrice en fait, je crois, un début de trentaine, enfin, on n'est pas sûr. Oui, c'est vrai, ça va. Mais lui, il est vieux et dégoûtant, et elle est jeune et jolie, tu vois, enfin... on l'a vu combien de fois, ce duo. Après, c'est un sosie de Chaplin. Oui, il allait pas faire l'inverse. Mais je suis pas sûre que c'était une volonté absolue de la part du réalisateur. Et toi, du coup ? Non, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Donc oui, tu l'as dit, il n'y a pas les droits des musiques parce qu'il n'y a pas de budget, donc c'est quand même un concept très étrange de faire des spectacles de sosie sans les musiques des gens qu'on imite. D'ailleurs, il y a un spectacle de sosie à la fin avec tout le groupe de sosie, et il se passe rien, enfin, vraiment, on dirait quelqu'un qui sortit un caméscope à un spectacle d'enfants, donc ça court sur scène, c'est très très vide. Et donc la musique du film est assez affreuse, donc ça n'aide en rien. Et donc le film ne va nulle part, et en termes de réalisation, c'est très très laid. C'est-à-dire qu'on a plusieurs moments de plans fixes où on voit les sosies sosier. Voilà, on les voit faire plus ou moins des espèces de mouvements des gens qu'ils imitent. Et donc c'est des plans fixes un peu documentaires. En plus, au début, ça se passe à Paris. Puisqu'au départ, on rencontre notre Michael Jackson dans Paris. Et essaie de gagner sa vie. Et donc il y a un côté un peu documentaire dans le cadrage, dans le machin, mais c'est du plan long avec un remontage au milieu pour mettre un faux rythme pourri, parfois presque du jump cut. C'est très étrange en fait de remonter dans le plan long. Pourquoi ? À part pour bien te dire, regarde, je fais des trucs, mais c'est vraiment du film d'agitage de clés. Il n'y a aucun propos. Et puis oui, Denis Lavant, Charlie Chaplin ne fait pas grand-chose. Voilà, il y a un moment, il joue au ping-pong, il a un peu des mouvements un peu... genre, il est très fort au ping-pong tout en ayant un côté un peu chaloupé à la Chaplin, peut-être vaguement intéressant, mais il n'y a pas de grande performance d'acteur. Diego Luna est complètement absent. Vide. Voilà, c'est un peu marrant de voir Lewis Carax, qui a pas l'air d'en avoir grand chose à foutre, mais qui est marrant. Bon, on est toujours content quand on voit Werner Herzog, parce que c'est Werner Herzog, mais franchement... Qu'est-ce qu'il allait foutre là-dedans ? Oui, voilà, enfin, c'est trop bizarre, quoi, de le voir là, discuter avec des nonnes, et puis des longues séquences où il explique on va livrer telle caisse de bouffe à tel endroit, mais où ça va ? Donc, non, j'ai vraiment... rien à sauver non plus dans ce film. Moi, je me suis dit que peut-être les passages avec Werner Herzog, ça voulait être un petit peu métatextuel, en faisant un film à la Herzog, à la documentaire un peu bizarre, un peu silly, tu vois, un peu mimi. Mais ça marche pas du tout, parce que on se fait pas chier devant les films d'Herzog, et il raconte quelque chose à travers ces images, en fait. Et c'est vraiment dommage de faire un décalque sans substance de ces films. En tout cas, si c'est ça le but, hein, je ne sais pas, mais voilà, c'est dommage, quoi. Voilà, donc ça a marqué quelque chose dans sa carrière, donc le film est un peu connu, un peu vu, mais bon, pourtant j'ai lu des critiques, je ne vois pas ce qu'ils y trouvent, donc on va passer à la suite. On va enchaîner, ouais. On va enchaîner. Donc Denis Lavant continue de faire des lectures de textes sur des albums musicaux. On l'avait déjà vu dans le précédent épisode avec des lettres de Brassens. Et donc là, on en a plusieurs. Voilà, je sais pas si les artistes qui font ça s'écoutent les uns les autres et du coup se disent tiens, ça marchait bien avec Denis Lavant, on l'invite, ou est-ce que
Bon, c'est un bon client pour ce genre d'objet, mais donc on en retrouve encore. Cette fois, c'est des textes de Jean Genet sur un album qui s'appelle Salute to 10 000 1 stars. Je sais pas combien il y a de zéros. 100 000, non 100 000 et 1 stars 100 000 et 1 stars, c'est ça. 100 000 et 1 stars. A Tribute to Jean Genet, avec donc les musiciens Matthew Shipp, Sabir Matin, William Parker, Gerald Cleaver sur le label Rogue Art. Cet album n'est pas disponible sur les plateformes de streaming, et je n'ai pas envie de payer 15 € pour le faire venir. Voilà, faites-nous des dons à l'association si vous voulez, mais pour juste entendre 5 minutes de Denis Lavant qui lit du Jean Genet, je suis sûr que c'est merveilleux. Si vous l'avez, n'hésitez pas à nous envoyer l'enregistrer, vous ripez votre CD, vous nous envoyez ça. Mais voilà, moi je me sentais pas d'aller acheter ça. Ou donnez-nous un budget aussi. Ou sinon, après on l'utilisera peut-être pour autre chose. Peut-être, oui. Donc on continue, on retourne au cinéma cette fois, avec un nouveau court-métrage que l'on n'a pas trouvé, qui s'appelle Le Passeur, réalisé par Philippe Lacôte, cette fois en 2007. Donc vous voyez, ça reste des années un peu légères pour Denis Lavant, il n'y a pas plus d'un long métrage par an. Donc on est en 2007, le synopsis: Igor est passeur de messages, un jour il arrive dans une cité déserte où il est question d'un fakir qui a été ligoté et enfermé, un conte déglingué qui se déroule sur un terrain vague. Le film dure 17 minutes, on peut trouver quelques images sur internet dont une de Denis Lavant avec un âne, ça donne envie. Oui. Voilà, toujours pareil, si vous pouvez nous le faire voir, on est preneur. À Nantucket, il y a encore quelques mois, matelots et harponneurs descendent de port, attirés par notre curieux vieux Pécode. Il faut dire qu'il était un bâtiment de l'ancienne école, de ceux qui avant-guerre avaient fait la gloire de nos chasses. Et donc toujours en 2007, on a un long métrage cette fois que l'on a pu voir. Il s'intitule Capitaine Ahab, il est réalisé par Philippe Ramos. C'est un deuxième long métrage pour Philippe Ramos, après un premier qui s'appelait Adieu Pays en 2003, qui était un très petit projet, et après un court métrage qui était une préparation de ce long métrage. C'est-à-dire qu'il y a un Capitaine Ahab court métrage par Philippe Ramos, sans Denis Lavant, qui est donc un premier projet qui permettait visiblement de se faire financer pour en faire un projet beaucoup plus long et beaucoup plus ambitieux. Et effectivement, là, on est sur un film ambitieux en termes d'image, on n'est pas sur Camping Sauvage, en termes de mise en scène, on est vraiment sur un projet particulier. Donc, qu'est-ce que c'est Captain Ahab, pour le résumer? C'est une adaptation très libre de Moby Dick d'Herman Melville, très libre, puisqu'en fait, il n'adapte pas du tout les parties qui sont dans le livre. Oui. Sachant que le livre fait un truc comme 800 ou 1000 pages, c'est un projet original, c'est-à-dire qu'il adapte la vie du Capitaine Ahab avant et après en fait, l'histoire de Moby Dick. Il déplace le point de vue, puisque Moby Dick n'est pas raconté du point de vue du Capitaine Ahab. Là, il déplace, et il s'intéresse au personnage un peu central, charismatique et connu de l'œuvre, pour faire une adaptation de sa vie, presque comme un biopic en fait. Tout à fait, vu que chaque chapitre, puisque le film est chapitré, est raconté du point de vue d'un personnage proche de Ahab, en fait c'est comme si chaque film était un autre tome de Moby Dick, puisque Moby Dick est raconté du point de vue d'Ismaël, qui donc est un marin sur le bateau du Capitaine Ahab, et donc là c'est comme s'il faisait plein d'autres films autour de l'œuvre de Melville. Donc c'est un projet effectivement très original, et donc dans lequel Denis Lavant joue Ahab âgé, mais qui en fait apparaît très tardivement, après plus d'une heure il me semble, puisque la plupart, les premiers chapitres s'intéressent à la jeunesse d'Ahab. Je me permets peut-être de commencer, parce que moi c'est un film, je sais pas, non, tu voulais commencer avec des trucs? Moi je veux bien. Bon, je te laisse commencer. Merci. En fait, je vais aller vite. Je n'ai pas été particulièrement touchée par le film quand je l'ai regardé. J'étais peut-être pas dans les bonnes dispositions pour le voir. Mais après réflexion, je trouve vraiment très intéressant cette manière de découper la narration. Je ne vais pas particulièrement parler de ce qui se passe dans le film, parce que j'ai aucune attache particulière avec Moby Dick. Et voilà, en termes de personnage, le film m'a pas touché au cœur plus que ça. Mais cette manière de découper en chapitres, qui est très convenue, j'entends bien dans le cinéma, là, cette manière-là de découper me semble prendre tout son sens,
parce que comme c'est une adaptation sans en être une, il récupère du livre la manière de raconter, c'est-à-dire en racontant un personnage central, mais par le point de vue d'un autre personnage. Et à chaque fois, c'est le père, la tante, le tuteur, etc., le second sur le bateau, et tout. Et je trouvais ça vraiment intéressant de raconter l'histoire de cette manière-là, donc en détournant parce que c'est la vie du capitaine Ahab, mais en restant quand même fidèle à la narration première de l'œuvre, qui est de raconter Ahab, mais par le point de vue des autres, ceux qu'il rencontre. Et au final, Ahab ne parle pas beaucoup dans le film, il est très renfermé, très dans son coin, et voilà, c'est vraiment sa vie par les autres, quoi. Donc ça, j'ai trouvé hyper intéressant. Voilà. Et sinon, le film, je l'ai pas aimé plus que ça, outre mesure, donc je t'invite à continuer. Oui, du coup, moi, effectivement, c'est un film que j'ai adoré, en fait. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Peut-être aussi d'avoir vu des mauvais films avant, mais le film, pour moi, est visuellement magnifique. Il est composé en grande partie de plans fixes, de travelling très lent, très classieux. Donc on est vraiment sur quelque chose de très 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 esthétique, très travaillé au niveau de la lumière. Philippe Ramos a engagé pour la seule fois de sa carrière Laurent Desmet comme chef opérateur. Donc Laurent Desmet qui est essentiellement, c'était le chat, ne vous inquiétez pas. Laurent Desmet qui est essentiellement le chef opérateur de Emmanuel Mouret. Donc bon, a priori pas forcément un cinéaste qu'on associe à cette idée de romantisme, d'extérieur surtout, un cinéaste très urbain, mais qui finalement va se révéler un assez bon choix, et a posteriori très cohérent quand Emmanuel Mouret fera Mademoiselle de Jonquière, qui est aussi un film en extérieur, en couleur, romantique, avec des inspirations proches. Mais finalement, c'est vrai que c'est deux films assez isolés dans la carrière du chef opérateur. Et donc pourquoi je disais que c'était un choix de Ramos, parce que Ramos est d'habitude son propre chef opérateur. Donc là, c'est vraiment le choix de faire un film très esthétique, et donc d'engager quelqu'un spécialiste de ça. Et c'est assez évident que le film a énormément d'inspiration des tableaux de la peinture américaine de la même époque que l'écriture du livre de Melville. Donc il y a vraiment une forte inspiration picturale au niveau des couleurs, de la nature, de cette peinture naturaliste américaine du 19e pour Moby Dick. Et donc ça donne un cachet. Alors effectivement, on peut passer à côté parce que c'est très auteur. C'est très... c'est pas pour ça. Non mais je sais bien, mais je le dis de manière générale, c'est possible de passer à côté d'un film très lent, très plan fixe, très auteur, très travaillé. Mais moi, il m'a vraiment touché à la fois pour son visuel, mais effectivement, ce que je disais, pour tout ce qu'il raconte, sa manière de faire la narration, pour son casting qui est très très bien choisi. Alors déjà, on a Virgile Leclerc pour l'enfant, donc je sais pas s'il a joué dans d'autres choses, mais il est incroyable, cet enfant est vraiment super. Et on a du coup 3 acteurs, parmi d'autres, qui sont tous très bons, mais que je retiens, c'est Dominique Blanc, Jean-François Stévenin et Philippe Catherine, qui jouent un rôle dramatique complètement à l'opposé de ce qu'on attend de lui. Et il le fait parfaitement bien. Il le fait très bien, il a un côté très... il joue un beau-père un peu sévère, et en fait il a quelque chose de pathétique, parce que c'est Catherine. C'est ça, il essaye d'avoir une poigne, mais il échoue totalement, et l'enfant lui glisse entre les doigts, et il est très ridicule au final, quoi. Et donc celui-là, pour moi, il y a quelque chose dans ce Catherine pathétique, quelque chose de ce que pouvait incarner Michel Bouquet il y a 50 ans, et c'est un peu dommage que Philippe Catherine, même si je l'aime beaucoup, mais joue essentiellement des personnages un peu comiques, un peu décalés, poètes, un peu, voilà, alors que il a vraiment cette capacité-là, que Ramos a trouvé, et c'était pas évident. Et donc tout ce casting, d'ailleurs, va revenir dans les films suivants de Philippe Ramos, il va vraiment créer, à partir de ce film, sa petite bande, et donc ça veut dire qu'on va retrouver le cinéaste plus tard dans la carrière de Denis Lavant, je pose ça là. Et tout à fait. Et donc ce que je veux dire par contre, pour terminer sur le casting, c'est que, ça va peut-être surprendre, mais je suis pas fan de Denis Lavant dans le film. Moi non plus. C'est peut-être mon seul
défaut, enfin mon seul grief sur ce film, c'est qu'on voit une bonne heure sans lui avec le ACAB enfant, où c'est vraiment très... Enfin, voilà, c'est très beau, c'est la nature, il y a toute cette dualité, il est d'abord dans la forêt, puis après il va vers la mer, donc il y a ce rapport, qu'est-ce que c'est que l'aventure, qu'est-ce que c'est que la mer, qui est très lié, du coup, à l'œuvre de Melville. Et quand, du coup, on passe à Cab adulte, joué par Denis Lavant, je le trouve en décalage avec le reste du casting, parce que déjà, je les trouve tous à jouer sur un registre très naturaliste, et Dominique Blanc, qui est vraiment juste... une des plus grandes actrices françaises, mais qui est vraiment juste parfaite, et en face d'elle, Denis Lavant qui... Il en fait trop. Voilà, il est dans une auto-caricature, et en fait, je me disais que là où c'est quand même plaisant des fois de voir un acteur comme Denis Lavant être assez constant dans des films plutôt médiocres, comme ont pu l'être d'autres acteurs avant lui, je pense à Galabru, d'être toujours bon, quel que soit le film, et donc effectivement, d'avoir cette capacité, il a son propre jeu, il est dans son propre ton, et donc... Des fois, il y a des mauvais films, on est quand même content de le voir. Comme William Lepkill. Voilà. Sauf que c'est beaucoup plus dérangeant quand on va jouer dans un grand film comme on jouerait dans un mauvais. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est que j'ai un peu l'impression qu'il joue chez Ramos comme il joue dans Camping Sauvage. Or, Camping Sauvage, je lui demande aucun effort parce que, voilà, il arrive, il fait le mec torturé, la petite voix grave. Là, il y a quand même un personnage qui existe avant qu'il arrive à l'écran. Il y a un rapport à la nature, il y a des grands comédiens en face de lui, on est dans un cinéma d'auteur, et là où je trouvais que chez Claire Denis, il était parfait, il y avait une rencontre, et ils l'ont tous les deux dit dans les interviews, je suis retombé sur quelques pages de Échappée belle, le livre, les mémoires de Denis Lavant, où il parle de beau travail, et il dit la rencontre merveilleuse de compréhension avec Claire Denis, là la rencontre, je la vois pas. Alors que pourtant, ils ont rejoué ensemble, donc visiblement la rencontre humaine s'est faite, mais à l'écran, je le trouve en décalage. Et j'ai lu des gens dire l'inverse, j'ai lu des gens qui trouvaient que Denis Lavant arrivait comme ça à la fin du film et sublimait le métrage. Moi, vraiment, c'est peut-être de l'avoir aussi trop vu dans d'autres films moins bons avant. Voilà, on l'a dit plusieurs fois, l'exercice de l'intégrale, des fois sert des films parce qu'il y a des films qui deviennent magnifiques mis au milieu du reste, et des fois ça les dessert parce qu'il y a des films qui... se pâtissent de la proximité avec d'autres. Là, effectivement, pour moi, le film est fort. Denis Lavant n'a pas la force du film, de la proposition artistique. Il joue trop Denis Lavant, or, c'est un film historique, c'est un film d'auteur, et je vois trop Denis Lavant, et je vois pas assez ACAB. Alors qu'on a eu 1h10 d'un gamin incroyable, et c'est vrai, quand on a un grand acteur de théâtre avec 2 Molières se faire mettre à l'amende par un gamin... Faut peut-être se réveiller. En fait, t'as raison, je trouve qu'il fait passer le film d'une quête de liberté et d'une quête de souffle, de vie que recherche cet enfant traumatisé, abandonné et tout ce que tu veux, à quelque chose de beaucoup plus vengeur. Et c'est peut-être le but, parce que ACAB, c'est pas un personnage très positif dans le livre, c'est quelqu'un de vengeur, d'aigre, d'énervé, de blessé et tout ça. Mais Denis Lavant, il le fait trop grossièrement, en fait, ce côté blessé, je trouve. Et vraiment, c'est lié à un autre truc qui me gêne un peu dans le film, c'est le fait qu'on commence et qu'on finisse sur un corps de femme nue décédée. Et moi, c'est le côté freudien Oedipe à la con du film qui m'a vraiment... fait lever les yeux au ciel, quoi, vraiment. Le tout premier plan du film qui esthétise de fou le corps nu d'une femme morte, et après, qui devient la métaphore de la baleine blanche, et on voit son corps nu ruisselant de sang, je trouve ça stupide, quoi. Voilà, stupide, et ça avait pas sa place dans ce beau film, très, très en retenue, très ascétique, presque, mais tout comme Denis Lavant n'avait pas vraiment sa place là-dedans. Et peut-être quelqu'un de moins grossier, caricatural, en homme blessé par la vie, aurait mieux fait l'affaire. Mais Denis Lavant aurait mieux fait l'affaire, mais il l'a déjà donné. Le Denis Lavant de Beau Travail aurait complètement fait l'affaire. Mais là, non. Là, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est d'arriver sur le tournage un peu après tout le monde, et encore, puisque vu que c'est par chapitre, il arrive en même temps que d'autres acteurs, puisque c'est les lieux de tournage, le film est visiblement tourné en Suède. Voilà, est-ce que... En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas marché, quoi. Non, il y a quelque chose qui passe pas.
C'est dommage. Après, moi, ça me gâche pas le film. Hein. Encore une fois, il arrive à la fin, et c'est pas non plus une catastrophe de jeu. C'est juste que, voilà, il y a d'un côté Dominique Blanc, qui est une femme qui regarde un homme, et dans son regard, il y a tout qui se joue de, en fait, elle l'aime, elle voit ses blessures, elle voit qu'il sera jamais disponible, et en face, il ne lui renvoie pas la même chose. Il renvoie vraiment quelque chose d'un peu... je suis un peu énervé, quoi. Je suis dur, je suis un mythe. Sauf que, justement, le film, il te construit le mythe. Lui, il arrive... Et c'est ça aussi, je me disais, c'est que ça marche merveilleusement bien dans un film comme La Squale, d'arriver comme un mythe. C'est merveilleux, c'est ça qui rend son apparition. Oui, mais c'est aussi parce que c'est ça que ça dit. C'est que justement, là, dans le film, il joue le mythe. Donc, il arrive, il incarne toute la mythologie. Mais là, j'ai l'impression que... il arrive, il veut incarner un truc, mais c'est pas vraiment... c'est pas vraiment ce que dit le film, quoi. C'est justement au film de construire une mythologie, et là, c'est lui qui amène sa propre mythologie. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà, pour Captain Ahab, qui est quand même un film moi, que je vous conseille beaucoup. Mais moi aussi, je le conseille. Hein. Je le reverrai peut-être dans de meilleures conditions, parce qu'il est vraiment intéressant, et même, je vous l'ai dit, j'adore la narration, et le film est méga beau. Hein, donc, Oui, puis pas pareil, mais la mort de Steve Nain est une des scènes qui m'a le plus marqué récemment. C'est pas un spoil, ça arrive très vite, mais vraiment, c'est magnifique, quoi. Ce moment de flottement, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, un jeu de regard, puis j'enfonce à Steve Nain, vraiment immense acteur. Donc, non, il y a des très très beaux moments. J'espère pouvoir le voir un jour dans une salle de cinéma, parce que c'est vraiment un film qui doit prendre tout son sens sur grand écran. Et je voulais noter aussi que, du coup, ça fait 2 fois que Denis Lavant joue dans les adaptations de Melville. Sachant que Melville est peu adapté, puisque un auteur réputé très peu adaptable. Inadaptable. Du fait de raconter 10 jours en mer sur 1000 pages. De faire beaucoup de dérives, dans une écriture, celle du 19e, très particulière. Un truc très documenté, oui. Donc du coup, voilà. Est-ce que coïncidence ? Est-ce que justement Ramos, en ayant vu Beau Travail, s'est dit qu'il y avait une évidence ? Je ne sais pas, mais c'est un peu rigolo à noter. Oui. On continue donc avec un autre film sorti la même année. C'est une année très chargée. Voilà, 2 longs métrages, c'est fou. Et un coup. Sachant que, encore une fois, Captain Ahab, il a pas dû avoir beaucoup de journées de tournage, vu qu'il joue vraiment que sur la fin. Et là, le film dont on va parler a probablement été tourné en 5 jours maximum. Je suis prêt à parier. Donc on voyage encore. Donc là, on était sur les provinces suédoises censées illustrer les États-Unis, l'Est des États-Unis, le Nord-Est. Les îles du Nord-Est. Et donc là, on est encore dans le voyage, on part dans un film turc, mais qui se passe à Londres. Plein de dérives géographiques. Donc c'est un film qui s'appelle İyi Seneler Londra, littéralement Bonne année Londres. Oui. J'allais dire joyeuse année, ça marche, mais c'est surprenant. Bonne année Londres, c'est un film réalisé par Berkun Oya, c'est un premier long métrage, mais c'est surtout un créateur et réalisateur de séries télé apparemment très populaire en Turquie, et il a réalisé d'autres longs métrages depuis, dont un qui est sur Netflix, si vous avez la curiosité de voir ça. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, donc je vais me contenter de le résumer du mieux possible, et je pense que ça donnera une idée bonne chance. de à peu près qu'est-ce qui se passe, sachant que j'ai pas tous les noms en tête, je sais pas si je les ai tous notés, mais on va s'en sortir. Donc, Bonne année Londres se passe évidemment à Londres quelques jours avant la nouvelle année. Une chanteuse lyrique, il me semble, arrive dans la capitale anglaise pour faire une série de récitals avant de partir faire une tournée européenne. Elle est accompagnée d'une amie turque, elle est turque, elle est accompagnée d'une de ses meilleures amies turques, qui elle est mariée à un homme anglais. Voilà, qui est visiblement un homme important, parce qu'il fait des réunions, des conférences, il sert des paluches, voilà. Ok. Et ce couple a un enfant. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la première scène du film nous montre Denis Lavant, donc qui joue Gérard, avec des chaussons blancs, sur un banc dans une rue de Londres. Il a l'air un petit peu dépenaillé, un petit peu triste, un petit peu... clochardisé Denis Lavant. Oui. Un couple passe devant lui demande s'il va bien, s'ils peuvent l'aider, parce qu'il a vraiment pas l'air bien, il répond pas vraiment, et patatras, le mari du couple se prend
un être humain sur la gueule, visiblement un suicidaire ou quelqu'un qui s'est fait pousser, qui lui tombe dessus depuis assez haut, et probablement meurt sur le coup, et la femme crie. Voilà, ça c'est notre première scène, et après cut, on retrouve donc notre chanteuse lyrique et ses amis. Donc voilà, on sait pas trop à ce moment-là où se situe cette première scène. Donc, elle est là pour faire une tournée, et elles vont à l'hôtel. À l'hôtel, elles croisent Denis Lavant, donc cette fois bien habillé, qui joue un chef d'entreprise visiblement très sérieux. Lié au tourisme, je crois. Voilà, c'est pas très clair, Ouais. qui logera dans la chambre à côté de la leur. En arrivant à l'hôtel, elle croise, comme de par hasard, un ressortissant turc, donc qui s'appelle Firouz. Firouz, Ouais, qui est la définition d'un mec insupportable, c'est-à-dire qu'il arrive « Oh, mais vous êtes turc, oh, trop bien, ah, mais moi je... Ah, mais là... » Et il soliloque pendant 20 bonnes Mais minutes. non, il est fan d'elle, donc... Oui, mais il est juste insupportable. Oui, il lui raconte sa vie, on peut prendre une photo, tout ça. La définition même du fan insupportable, en gros. Puis il a pas l'air d'être si fan, juste il est insupportable. Il est Oui. là, ah, vous êtes turc, moi je suis turc, machin, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et il parle, et la scène est C'est d'une super long. longueur absolue. Le film dure 1h20, pour moi il y a 20 minutes cumulées en tout de soliloque de Firouz, c'est sûr. Donc voilà, une fois qu'elle arrive à se débarrasser du relou, elle monte à l'hôtel, mais donc du coup, la pote et son mari doivent aller à un dîner officiel, machin, où ils doivent faire un discours. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Ils laissent leur enfant à la pote chanteuse, qui Oui. décide donc de rester à l'hôtel pour garder l'enfant. Oui, parce que la babysitter a décommandé. Voilà. Voilà. Ils vont donc à leur... Pour l'instant, il se passe toujours rien, hein, mais bon. Voilà. Ils vont à leur dîner serrer des paluches, elle se fait chier parce que elle est turque, lui il parle en anglais à tout le monde et tout, puis il a pas l'air de complètement la considérer en mode « Regardez, c'est ma femme, elle est jolie ma femme, machin ». Tandis que la chanteuse chef. se fait chier à l'hôtel. Voilà. Et puis, patatras, le bébé meurt. Il se roule sur le ventre, il s'étouffe, il meurt. Donc du coup, Affreux. elle est en panique, elle sait pas trop qui appeler parce que elle est turque, elle parle pas anglais. D'abord, elle veut appeler la police, puis elle sait pas trop. Donc finalement, elle appelle Firouz. Firouz, alors je vous ai passé une autre scène où il discute avec le cuisinier de l'hôtel, lui aussi turc, et il est insupportable. Oui. Voilà. Il le fait chier, il est pas sympa. Donc Firouz est persuadé, donc on l'appelle, quelqu'un de l'accueil lui dit, il y a la meuf de la chambre qui veut vous voir, donc il se dit, oh trop bien, elle veut me pécho. Je sais pas trop pourquoi, mais il se dit ça, il se persuade que elle veut le pécho. Donc il monte, ça, avec un petit verre d'eau, un petit truc, une petite limonade, bien habillé, et là, ce soir je vais baiser, trop bien. T'as précisé qu'il travaille à l'hôtel ou pas? Oui, j'ai Oui, dit. ok. Donc du coup, il y va, elle lui dit, non, je suis embêté, elle est pas bien, quoi, elle essaie d'articuler 2-3 mots en turc, elle dit, Il s'est passé quelque chose. Voilà, il s'est passé quelque chose, il y a un bébé mort dans l'évier, parce qu'elle l'a mis dans l'évier. Ça, elle le dit pas au début. Oui, mais oui. on comprend l'idée. Ouais. Et donc lui, il décide de la violer, parce qu'il est venu pour baiser, et il est pas venu pour s'occuper d'un bébé mort, donc du coup, il décide de la violer. Donc, longue scène affreusement longue de tentative de viol, ils se battent, elle lui explose un vase de fleurs sur la tête, ils se battent, il comprend qu'il y a un bébé mort, il gueule, parce que il aime pas les bébés morts, il dit « Non, mais on va me renvoyer dans mon pays, c'est horrible, débrouille-toi », il essaie de partir, mais pas vraiment, mais il essaie de partir, et il finit par partir, après une scène qui dure bien 20 minutes, où c'est juste, il se tape dessus, et il essaie de la violer, puis après il crie. Voilà, et donc pendant tout ce temps, Gérard Denis Lavant a tout entendu, mais ne comprend pas un mot parce qu'il parle pas turc. Puis elle décide d'aller frapper à sa chambre parce que elle sait pas quoi faire. Donc elle est pas bien, donc il vient la voir, il vient dans la chambre pour essayer de comprendre, il voit le bébé mort, machin. Donc il est là, oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec un bébé mort? On pourrait peut-être appeler les pompiers, mais bon, c'est un peu tard, il est mort. Et puis il lui dit, ah mais en fait, je suis ton plus grand fan, je t'aime. Et donc ils commencent à s'embrasser. Cette fois, donc elle est consentante, même si ça n'a toujours aucun sens. Mais elle dit le nom d'un random qu'on sait pas trop qui c'est. Mais si, depuis le début, c'est le nom de Enver, du coup, et il plane un peu. Oui, mais- Genre, on sait qu'il s'est passé quelque chose entre eux, que ça s'est mal fini. Et elle est hyper contrariée à chaque fois qu'on en parle. C'est ce que je dis, on sait pas qui c'est. Donc, oui, voilà, en gros. Et donc du coup, elle dit ce nom-là. Lui, il est là. Oh non, moi je suis pas Enver, je suis Gérard. Ça me perturbe que tu dises un autre nom. Donc je m'en vais. Et il va se mettre sur le banc, dehors. Du coup, voilà, vous comprenez, il y a une boucle. Elle se met sur le banc dehors, elle reste là en se disant mais qu'est-ce que je fais maintenant, parce que la première personne que j'ai appelée,
il essaie de me violer, et puis la deuxième, il a pas voulu que je lui fasse l'amour. Oui, compliqué. Qu'est-ce que je fais avec mon bébé mort? Donc elle décide d'appeler Enver. Enver qui a l'air de vivre très bien avec ses enfants, et on saura toujours pas vraiment qui c'est, mais lui, ça a l'air d'aller. On est content pour lui. Oui. Et puis maintenant, du coup, le couple, les parents du bébé, rentrent à l'hôtel, puisque il fallait bien qu'ils rentrent, après leur soirée pas bien folichonne, voient leur pote écroulé dans la chambre avec du sang, tout en bordel, et leur bébé est mort, dans l'évier, et donc le père décide de se jeter par la fenêtre sans spécialement d'explication, et d'un coup tombe sur l'homme du début du film, et la meuf hurle. Voilà, j'ai résumé tout le film, je sais pas à quoi ça sert, voilà, pourquoi faire un film de fin d'année, avec des musiques de Noël, avec des enchaînements aussi absurdes, avec genre d'un coup le voisin français, mais qu'en fait il est fan de la chanteuse turque, et tout, au milieu un bébé mort, pourquoi inviter un gars pour l'aider, il la viole? Je ne sais pas, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas... On suit juste des événements mal filmés en mode... c'est très très télévisuel, hein, la facture est ultra télé, c'est laid absolument. Voilà, je n'ai rien à dire, je te laisse, maintenant que j'ai posé tout le synopsis. Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ou est-ce qu'on s'arrête là? Je vais parler un peu quand même. Ça sert à rien. Moi j'ai noté 2 trucs sur ma feuille. Et 2 questions récurrentes pendant le film, c'est qui lui ou c'est qui elle, et mais ça sert à quoi cette scène? Vraiment, t'as l'impression que le film c'est un enchaînement de scènes qui servent à rien et qui servent juste à te montrer des oh là là, il y a des dramas mais on sait pas trop, parce que les personnages ils parlent de trucs qui visiblement se sont passés avant, mais avant le film, du coup nous on n'a pas les infos, donc on s'en fout en fait. Enver c'est qui, mais on s'en fiche, enfin voilà, visiblement ils ont juste eu une histoire ensemble et ça s'est mal terminé, mais pourquoi elle est au bord de l'apoplexie à chaque fois qu'elle en parle? Pourquoi Firouz qui est sans doute le personnage le plus insupportable de l'histoire du cinéma mondial. Vraiment, je pèse mes mots, quoi. Je le classe au-dessus que le gros dégueulasse de Doom avec Dwayne Johnson. Ouais, carrément. Ah, mais tellement. Vraiment, c'est horrible le personnage, super chiant, qui est odieux avec tout le monde. Dès qu'on lui dit un truc, il insulte les gens, il fait une tentative de viol totalement gratuite. Vraiment, je sais pas à quoi il sert ce personnage, et visiblement l'acteur il a eu un prix c'est noté sur la page Wikipédia. Ah non. Il a eu un prix de meilleur acteur de second rôle en fait, hein, et je ne comprends pas parce que c'est vraiment horrible. Je le découvre en direct. Oui, ça s'entend. Vraiment, vraiment ce film, mais pourquoi on l'a vu quoi? Et puis en plus... Après, il joue bien, hein, il joue bien l'insupportable pour le coup. Ah oui, bien sûr. Mais bon, pourquoi Ouais, voilà. Vraiment, tu sens le film, il veut être un peu, oh là là, un peu choquant. Il y a des suicides, il y a des mariages qui marchent pas, il y a un bébé mort. Pauvre bébé d'ailleurs, qui passe vraiment le film dans un évier. C'est le pauvre petit, quoi, vraiment. Et à la fin, vraiment, sur une image d'une meuf étalée par terre, d'une autre, de son amie qui est en pleurs, qui vient de perdre son bébé, des hurlements de gens dans la rue, et après le générique c'est We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Non, après il y a une musique turque qui est très sympa. Oui, mais elle est tout aussi hors sujet, quoi. Donc, mais voilà, et le film se termine du coup par un mec qui se suicide, sachant que ce mec n'a eu aucune réplique dans le film, et on l'a vu, enfin à part genre serrer des mains et dire oh très bien, voilà. Et on l'a vu tout le long du film être juste en retrait en mode je parle pas turc. Oui, c'est ça. Donc en gros tout le film, je vois qu'il apparaît, il y a sa femme et la meilleure amie de sa femme qui parlent entre elles, et lui, moi les 20 premières minutes j'ai cru que c'était leur chauffeur privé, parce qu'il parle pas turc. Oui. Donc il est juste là, et puis à la fin c'est l'enjeu final qui conclut le film, c'est son suicide, mais t'es là, mais je ne sais même pas comment tu t'appelles. Je m'en fous de ce qui va t'arriver, mec, je te connais même pas. Mais vraiment. Oui. Et t'as dit un truc pendant le film, et je trouve que c'est tellement vrai, on avait l'impression d'allumer un épisode d'un soap. Oui. Dont on n'a pas compris
les enjeux avant. Il y a 20 ans d'histoire avant d'un soap turc, et puis t'arrives et t'es là genre, mais attends, mais quoi ? C'est vraiment l'impression que ça fait. C'est vraiment ça, parce qu'en plus, voilà, c'est laid, c'est télé, mais absolument. J'ai rien contre la télé, mais c'est vraiment... ça bouge de partout, c'est il y a vraiment des angles improbables. Très très moche. Voilà, et je pense que le film est tourné en 5 jours, montre en main, et encore je suis généreux, vu que il y a 4 scènes en fait dans le film. Fondamentalement, il y a l'arrivée en voiture, la rencontre avec Firouz, Firouz chiant dans la cuisine, la tentative de viol de Firouz, la chanteuse avec Denis Lavant. Il y a 5 scènes. Et le reste, c'est juste du remplissage de gens qui parlent et puis on c'est comprend très pas... court. Oui, c'est très court. Il y a 5 scènes. On comprend pas de quoi ils parlent. Il y a des moments du couple pendant le dîner et il y a plusieurs extraits et tout ce que tu comprends, c'est visiblement ça se passe pas bien entre eux et c'est tout quoi. Vraiment. Ils se font chier quoi. Et on l'avait déjà compris au début du film. Donc ouais, vraiment, c'est encore un film où on se dit mais ça sert à rien quoi. Et puis là, par contre, la question se pose réellement. Qu'est-ce que fout Denis Lavant là-dedans ? Parce que c'est un film qui n'est pas sorti en France, qui n'est quasiment pas sorti du territoire turc, qui a visiblement une toute petite exploitation. Alors j'ai trouvé en Allemagne, mais oui, parce qu'il y a une grande communauté turcophone en Allemagne, donc ça explique sûrement cela. Mais voilà, il doit y avoir une petite sortie technique en Angleterre et c'est tout. Qu'est-ce que Denis Lavant fout là-dedans chez un cinéaste ? Autant quand il était dans Chauffeur, on était chez une cinéaste qui a étudié en France, qui est cinéaste auteur. Ouais, coproduction française. Donc il y a un sens, effectivement, là, de le retrouver, parce qu'il y a vraiment cette volonté de faire un truc d'auteur. Mais là, on est chez un mec, on est vraiment dans un cinéma populaire, un mec de série télé, avec probablement des acteurs connus de séries télé turques, et au milieu, il y a Denis Lavant. Pourquoi pas prendre n'importe quel acteur français, pour le peu qu'il y avait à jouer, qui se trouvait dans le coin, quoi. Comme quand il faut des acteurs américains dans un film indien, tu sais qu'ils sont nuls parce que c'est les 3 pelots que t'as trouvés sur place. Voilà. Ouais, c'est ça. Je me demandais si la femme de Denis Lavant est pas turque, mais je crois que non. Donc, je crois que ça n'a rien à voir. Semble pas, non. Donc vraiment, on n'a aucune idée de ce qu'il vient faire là-dedans, pour le coup. Donc, à part nous faire le plaisir de nous pousser à regarder ce film, qui est là, pour le coup, on a regardé en entier. Oui, et qu'on n'aurait jamais regardé s'il n'était pas dans la rétrospective. Hein. Donc, non, quelque part, on découvre des choses. Hein. Et en plus, le pire, c'est qu'il existe des sous-titres français, alors qu'ils sont probablement faits maison, parce qu'on les a vite jartés, parce qu'ils n'étaient pas toujours très corrects, pour remettre des sous-titres anglais, mais on avait des sous-titres français, quoi, c'est dire. Donc quelqu'un l'a fait. C'est pas le cas de tous les films de cette rétrospective. Ouais. Donc on va avancer, hein. Oui, on enchaîne, ouais. On continue donc, cette fois on est en 2008, avec un court-métrage qui s'appelle Les Williams, réalisé par Alban Mensch. C'est un court-métrage qui est nommé au César du meilleur court-métrage, donc on n'a pas trouvé. Il dure 14 minutes. Le synopsis: parmi ses cadeaux de mariage, Francis a reçu un chien de petite taille et demande à William, son témoin et ami d'enfance, de le garder pendant son voyage de noces. Une simple demande qui va soulever un problème de fond chez William. William étant joué donc par Denis Lavant. Donc on est encore une fois sur un premier rôle, quasiment tout l'écran pendant 14 minutes, mais on l'a pas vu. Pourtant il a circulé sur internet, on a trouvé des traces, mais plus disponible actuellement. Donc il est possible que quelqu'un l'ait. Donc, peut-être si un petit espoir pour un épisode rattrapage. J'aime pas les gens innocents. J'aime pas les gens. Et donc on retourne à nos longs métrages avec un film peut-être le plus connu de cette sélection. C'est un film collectif qui s'appelle Tokyo, avec un point d'exclamation, Tokyo. Donc qui est co-réalisé par 3 cinéastes assez connus, donc Michel Gondry, Léos Carax, Bong Joon-ho, avec comme idée générale, donc c'est une coproduction internationale avec des billes françaises, avec comme idée générale donc de convier 3 cinéastes importants à filmer dans les rues de Tokyo. Et vraiment cette idée au départ qui était de filmer les rues, filmer la ville. Voilà. Oui, je sais. C'était l'idée de départ. D'accord. Après ils s'en sont emparés.
Voilà. Et puis, bon, il n'y a pas forcément de lien entre les trois films, il y a juste, du coup, un générique au début, à la fin, animé autour de la ville de Tokyo, mais sinon, les 3 segments ont leur propre générique, avec leur propre police d'écriture, c'est dire si c'est bien un assemblage de 3 films qui n'ont pas forcément grand-chose à faire entre eux. Donc moi, j'ai vu les 3. Toi, t'as regardé que celui où il y a Denis Lavant, donc qui est évidemment celui de Léos Carax. Oui. Donc les 3, donc le premier c'est Interior Design par Michel Gondry, le deuxième c'est Merde par Léos Carax, et le troisième c'est Shaking Tokyo par Bong Joon-ho. Moi j'étais plutôt content parce que c'était le seul Bong Joon-ho que je n'avais pas vu. Voilà, donc j'ai pu enfin compléter cette carrière. Donc je me fais une petite intégrale sans podcast, mais voilà, j'ai complété enfin l'intégrale Bong Joon-ho. Donc on va plutôt parler de celui avec Denis Lavant, donc celui de Léos Carax, mais je parlerai un tout petit peu des 2 autres après. Déjà le premier truc qu'on note en voyant celui de Léos Carax, c'est qu'effectivement, bon, il a pris des libertés avec la consigne. C'est le seul des 3 à avoir fait un film avec des comédiens français, en l'occurrence Denis Lavant et Jean-François Balmer, que j'étais très surpris de retrouver là. C'était un peu la surprise. Moi, je le connais surtout pour son cinéma des années 70, son début de carrière, mais voilà, il était là. Et aussi, donc, le seul à faire des scènes qui se passent à Paris. Oui. Même s'il y en a peu. Voilà, la majorité des films se passent bien à Tokyo, mais effectivement, voilà, c'est une autre ambiance, à la fois très caractérielle, en même temps très différente de ce qu'il avait fait avant, quelque part. Il y a toujours des éléments très poétiques. Mais voilà, au niveau de la caméra, au niveau de l'ambiance, c'est assez différent. Pour le résumer grossièrement, donc on suit le personnage de Monsieur Merde, joué par Denis Lavant, qu'on retrouvera dans un court-métrage et dans le long-métrage Holly Motors. Donc qui est un personnage, une espèce de clochard étrange aux ongles longs, roux, à la barbe hirsute, avec un seul œil, qui a une démarche très cassée, à la fois chaloupée et en même temps saccadée, qui parle dans un langage inconnu qui s'appelle le mergodon, et qui se donne des petits coups. Ils ont vraiment inventé le langage. Voilà, ils ont même écrit des poèmes, Denis Lavant et Léos Carax en mergodon, et qui se donnent des petits coups enfin des petites gifles sur la tête pendant qu'ils parlent, et donc voilà, qui mange des fleurs, qui est asocial, qui vit dans une grotte, qui donc sort des égouts, et qui traverse la ville en plus ou moins attaquant gentiment les gens. Et donc du coup au début c'est un petit peu rigolo, les Tokyoïdes se disent tiens, qui est cet homme des égouts, et puis à un moment il tombe dans une grotte sur des surplus de l'armée japonaise de la Seconde Guerre mondiale, parce que pourquoi pas, dont des grenades, et il les balance dans la ville, provoquant un massacre de centaines de personnes, le film étant entrecoupé de passages de journaux télé japonais pour nous expliquer l'intrigue, puisque avec Denis Lavant qui pousse des grognements, c'est compliqué. Voilà, pour du coup l'intrigue. Est-ce que tu veux dire quelque chose de ce film ? On peut dire déjà qu'il nous a pas convaincus ? Non. Non, je ne suis pas convaincue. Est-ce que t'étais contente de retrouver Léos Carax ? Non. Je le préfère en acteur, honnêtement. Non, j'étais pas convaincue. Déjà, tu me surprends en me disant que c'est censé être un film où on filme les rues de Tokyo et tout, parce que j'ai pas vu les 2 autres. J'ai un peu vu le début du Michel Gondry. Bon, ça se passe dans la rue, on suit 2 jeunes japonais un peu perdus dans leur vie. Bon, je veux bien y croire. Mais là, on voit la rue une fois en travelling au début. Je me suis demandé si le long travelling du début était genre une auto-référence à Mauvais Sang. Mais bon, je pense pas. Je pense que juste il aime les longs travelling, voilà. Et il s'est dit, bon, je vais filmer la rue, bon, maintenant je vais faire mon truc. Et du coup, on va filmer les égouts, les plateaux télé, un tribunal, un aéroport, tout ça, mais pas les rues, hein, vraiment, pas vraiment. Donc ouais, non, moi je suis pas convaincue ni par le personnage ni par le film. Le personnage que j'avais vu dans Holly Motors et que j'avais déjà trouvé assez affreux, faussement subversif, je l'avais pris pour une espèce d'obsédé sexuel des cavernes dans Holly Motors.
Et là, c'est un peu toujours pareil, parce que il a une interaction avec une fille, à un moment, une jeune japonaise en mini-jupe qui fait des mouvements de judo avec ses bras. C'est hyper raciste, et du coup, il la lèche. Bon, voilà. J'ai trouvé ça ni drôle, ni mignon, ni subversif, ni rien, en fait. Pour moi, c'est juste Léo Scarax et Denis Lavant qui se font un délire et qui font leurs blagues un peu nulles dans leur coin. Et autant Léo Scarax, j'ai pu trouver qu'il avait ses moments de grâce, autant là... Je l'ai peut-être pas vu dans les meilleures conditions aussi, parce que j'étais un peu... Voilà, pas dans un mood hyper bon pour le voir, mais même en étant en pleine capacité, j'aurais pas aimé quand même. Hein. Voilà. Et bon, c'est... Je trouve ça... Il y a peut-être un côté un peu ironique de « Oh, regardez, il trouve des surplus de l'histoire un peu honteuse du Japon et il va la balancer à la face du monde en tuant des centaines de personnes qui n'ont rien demandé. » Ouais, je sais pas... Pour moi, c'est un peu Carax qui fétichise le Japon, son système, ses gens et tout ça, et qui en profite pour être un peu offensant, peut-être par moment. Donc non, j'ai pas été convaincue. Mais je regarderai les deux autres parce que je pense que c'est des bien meilleurs cinéastes et qui me parlent plus, donc voilà. Ouais, pareil, j'ai pas du tout... voilà. J'étais pas suffisamment content de retrouver, en tout cas comme ça, le duo Denis Lavant, Léo Scarax, voilà. Je sais pas si c'est d'avoir joué dans le Harmony Korine, même s'ils ont aucune scène entre eux, mais si voilà, ils se sont dit, tiens, on se retrouve, peut-être sans le savoir d'ailleurs, peut-être que je le savais pas, mais ils se retrouvent dans le même film, ils se sont peut-être dit, tiens, ce serait peut-être le moment d'enterrer la hache de guerre, mais clairement... je comprends pas, je comprends vraiment pas le projet de Carax sur ce film. Vraiment, Carax, ça se voit avec ce film, ne sait parler que de lui-même, pour le meilleur et pour le pire. Et évidemment, une consigne pour aller explorer le Japon, tout ça. Il est incapable. Mais oui, il est incapable, oui. Et en termes de réalisation, je trouve ça assez nul. Autant, moi je déteste pas, on aura l'occasion d'en reparler, mais la partie de Monsieur Merde dans Holy Motors, je la trouve bien meilleure que ici. Là, donc le film, tu avais dit, commence avec un espèce de long travelling, très documentaire, petite caméra, de lui dans la rue, et donc on peut croire à une espèce de déambulation documentaire, en fait. On peut croire, il va jouer au Japon, il est pas connu, il est grimé, on pourrait croire qu'on est dans quelque chose, finalement, de documentaire. C'est très très vite cassé par la réaction des gens, en fait, par les interactions qu'a Monsieur Merde avec les gens. On comprend tout de suite, du coup, que c'est pas documentaire, puis par des raccords qui sont rajoutés. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui devient très lourd au lieu d'être subversif. Donc, le début qui, déjà, pourrait me prend pas du tout. Puis après, tout est affreusement laid, que ce soit les explosions numériques, les journaux télé, les égouts, tout est vraiment moche. Il y a un split screen à un moment, mais qu'est-ce que t'es allé faire, qui est affreux, qui retriple l'image quasiment sur les mêmes angles. Pourquoi ? Et puis après, toute la partie du coup tribunal, interrogatoire, puis pendaison, qui est moche, qui est nul, il n'y a pas de mise en scène. Vraiment, c'est assez consternant comme film du début à la fin. Bon, le point positif, j'étais content de retrouver des aigus dans la voix de Denis Lavant, parce que finalement, il joue Monsieur Merde dans les aigus. Oui, c'est vrai. Et c'est surprenant. On s'attendrait à l'inverse. Il y a un petit décalage il va jouer ce personnage un peu sale, un peu, et au lieu d'aller on l'entend d'habitude... Rauque. Voilà. Il monte dans ses aigus, et je dis là, ah tiens, agréable, ça change, c'est une idée, ça amène une texture, et voilà. Et puis, bon, si on parle purement de Denis Lavant... Même si, la charge subversive du personnage, je n'y suis pas non plus du tout. Mais, effectivement, il y a un jeu de démarche, il y a un jeu de créer des choses. En termes purement de travail d'acteur, il y a un peu quelque chose qu'on avait un peu laissé de côté dans les précédents films. Voilà, c'est pas grand-chose. Et donc, le film se termine par un jeu de mots très godardien, Merde in USA, avec une image de... Tu as le jeu de mots ? Oui. Voilà, avec du coup une image $1, et qui nous amène une espèce d'idée de fausse suite, un peu, voilà, parce qu'à la fin, il est mort, mais pas vraiment mort. Voilà. Il n'y a jamais eu Merde in USA, évidemment, parce que
Personne n'a fait New York après Tokyo. Oui. Donc bon, voilà. Je voulais juste parler très rapidement, vu que c'est l'occasion, des 2 autres films. Je connais donc peu la carrière de Michel Gondry, j'ai beaucoup aimé Interior Design, film voilà, très doux, très le quotidien, la galère, le manque de thunes, les petits problèmes de vie, d'amitié, les petites galères de simplement la fourrière, les galères de couple, machin. Filmé de manière très douce, avec quelques petits moments d'expérimentation gondryesque, très clip, mais qui viennent vraiment, je trouve, au bon moment pour illustrer vraiment du quotidien, la simplicité. Et je trouve que c'est assez fort d'amener de l'effet pour nourrir la simplicité du dialogue. Je trouve ça assez beau. Après, il y a un twist final que, voilà, visuellement, je l'aime beaucoup. Dans ce qu'il raconte de la narration, je trouve que il fallait bien finir sur l'enjeu d'un court-métrage, il faut finir des enjeux. Mais bon, voilà, je trouve que ça finit un peu vite. Après, je le trouve quand même très sympa. Et donc, le 3e, Shaking Tokyo de Bong Joon-ho, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la musique du film. Et je trouve qu'en termes de mise en scène, il y a beaucoup de choses qui préfigurent Parasite, sur filmer les gens terrés dans leur toute petite maison, enfin tout petit appartement à moitié sous terre. Voilà, il y a beaucoup de choses dans le cadrage que j'ai beaucoup aimé. Les 2 acteurs que je trouve très très bons, les 2 sont des bons acteurs japonais qui ont joué dans plein de trucs, mais les 2 qui ont joué dans Shokuzai ensemble, donc Yu Aoi et Teruyuki Kagawa, voilà, pour donner leur nom. Je les trouve très bons, et voilà, du coup... Bon, moi j'ai été content de découvrir ce film, je l'ai regardé en 3 fois, hein. J'ai regardé chaque court-métrage à part. Vraiment, j'ai fait une pause à chaque fois, donc j'ai vraiment séparé, mais j'étais vraiment content d'avoir l'occasion de le découvrir, je l'avais mis de côté depuis longtemps, et donc d'enfin finir la carrière de Bong Joon-ho. Mais bon, voilà. Bon, c'est des retrouvailles entre Denis Lavant et Léo Scarax. On pourra reparler de Les Motors dans un autre épisode, mais là, bon, voilà, pourquoi pas, mais vraiment pas convaincu par le sens de ce film. On continue donc toujours en 2008 avec un autre long métrage qu'on n'a pas vu, qui s'appelle Comment Albert vit bouger les montagnes, de Harold Vasselin. Donc en fait Harold Vasselin c'est un artiste conceptuel, il fait des installations dans des musées, donc il a fait des films qui sont peu, en tout cas un peu cinématographiques, c'est pas ce que je veux dire, mais qui ne sortent pas dans des salles, dans des réseaux de distribution standards. Voilà. Et donc c'est le cas de ce film qui a été présenté à Locarno, mais qui n'a jamais eu de sortie salle, parce que c'est un film d'à peine 60 minutes, visiblement peu narratif, et en fait il s'est trouvé qu'on l'a trouvé. Oui. Mais au dernier moment. Donc on n'a pas eu le temps de le voir. On le verra, on fera un épisode rattrapage, probablement mêlé avec d'autres, parce que je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire vu le peu qu'on a vu. Voilà, c'est... Bon, on spoile pas, mais c'est très limité narrativement. Voilà, c'est vraiment un objet filmique. Mais voilà, donc il se trouve que moi j'étais persuadé qu'on ne le trouverait pas vu qu'il n'est pas sorti, en fait, du coup on l'a trouvé. On pourra en parler plus tard. Toujours en 2008, donc encore un nouvel album avec des lectures de textes. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. Donc c'est un album hommage à Rimbaud, réalisé par Raphaël Didjaman, qui est un joueur de didgeridoo, qui en fait a réalisé 3 albums hommage à Rimbaud depuis, dont un qui est sorti il y a pas longtemps, où il invite plein de gens. Donc à chaque fois il fait une musique et quelqu'un lit un poème de Rimbaud calé sur la musique. Donc on est vraiment, contrairement à la lettre de Brassens où c'était un espèce de bonus dans un album de reprise de Brassens, là on est vraiment dans un projet musical. Denis Lavant récite le poème Le Bateau Ivre, ou joue le poème Le Bateau Ivre de Rimbaud, et sur l'album vous pouvez trouver d'autres noms qu'on a déjà croisés dans les autres épisodes de ce podcast. Il y a Dominique Pinon, il y a Philippe Naon, et il y a Jean-Claude Dreyfus. Il y a plein d'autres noms qu'on n'a pas croisés très sympathiques comme Désirless, mais voilà, je trouve ça marrant qu'il y ait des gens qu'on ait déjà vus dans la carrière de Denis Lavant qui se retrouvent là.
Est-ce que t'as quelque chose à dire sur Le bateau ivre par Denis Lavant ? Pas vraiment. J'aime bien comment il lit, Denis Lavant, même si on aura l'occasion d'en reparler un peu après. Il lit un peu toujours de la même façon. Mais j'aime beaucoup le poème, j'aime bien Rimbaud et la musique. Enfin, je trouve le projet intéressant. Comme tu l'as dit, contrairement à Brassens, c'est pas juste une lecture avec une musique en fond. Là, il y a de la musicalité, il y a un projet. Et du coup, c'était vraiment agréable à écouter, surtout après le déferlement de trucs pas ouf de cet épisode. Ça faisait une respiration bienvenue. Oui, tout à fait. Moi, vraiment, depuis La langue ne ment pas de Newman, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un shift où, en fait, Denis Lavant, lecteur, Denis Lavant, réciteur, Denis Lavant, conteur, devient vraiment quelque chose d'assez central dans sa carrière. C'est, alors, j'ai plus la date, mais c'est à peu près au même moment où il fait cette espèce de happening dans l'émission de TDI, dont j'ai plus tout le titre d'ailleurs, où il récite de tête, sans prévenir, une longue diatribe de Céline, voilà, en direct à la télé. Vous pouvez trouver l'extrait. Donc voilà, on est dans ce truc-là, et donc il va amener au seul en scène un peu plus tard au théâtre. Et bon, c'est pas anodin, enfin vraiment, pour moi, il excelle dans cet exercice, qui lui convient très bien. C'est quelqu'un qui adore la poésie, et voilà, il incarne la poésie. Moi, je suis toujours client de ça, donc un plaisir. Et effectivement, le film suivant et le dernier film de cet épisode, il y a un lien avec tout ce qu'on vient de dire. J'ai parlé de la lingua impetuosa. Je n'ai fait que l'évoquer. Son rythme jette en bas toute idée de dissertation à ce sujet. Mais je ne puis l'évoquer mieux qu'en m'appuyant sur un mot étrange, dont je sais qu'il ne lui est pas inconnu. Je le crois présent dans ses cadences signifiantes, même lorsqu'il ne s'écrit pas. Non sans humour, je dirais que c'est une espèce de réserviste de l'ombre, ayant toujours bon pied, bon œil, sans cesse prête au combat pour une meilleure pugnacité des textes. Il s'agit de donc. Donc, il s'agit de donc. C'est un moyen-métrage, cette fois qu'on a trouvé, qui s'appelle Donc, réalisé par Virgile Loyer. C'est noté co-réalisé par Damien McDonald. Alors j'ai l'impression, de ce que j'ai trouvé, que Damien McDonald a fait des dessins qui apparaissent dans le film, et que le film est bien, de toute façon c'est écrit dans le générique réalisé par Virgile Loyer. On est bien sur un film de Virgile Loyer. C'est un film documentaire autour de la figure de l'écrivain belge, Marcel Moreau. Marcel Moreau. C'était pas le mot que je cherchais. Je vais dire l'écrivain prolétaire belge, Marcel Moreau. D'accord. Et donc, en fait, Virgile Loyer a réalisé uniquement des films en DV autour de Marcel Moreau. Donc c'est visiblement un proche, parce que sinon, lui est un artiste plasticien. Donc, c'est l'un de ces films autour de la figure de Marcel Moreau par Virgile Loyer. Mais dans celui-là, il y a Denis Lavant. Alors pourquoi il y a Denis Lavant ? Puisque c'est un montage qui alterne entre des entretiens avec Marcel Moreau et la lecture des épreuves du dernier texte de Moreau par Denis Lavant. Donc il lit un très long texte qui s'appelle Donc, en tout cas qui tourne autour du mot Donc. Donc pendant 50 minutes, on va entendre beaucoup le mot Donc. Pendant 50 minutes, on va alterner entre ces deux éléments. La voix de Marcel Moreau qui raconte son rapport à l'écriture, sa vie, son passé, et la voix de Denis Lavant qui incarne le texte de Marcel Moreau, mais qui là est un texte écrit. Donc il y a beaucoup de parallèles, en fait, il y a beaucoup de dialectique dans ce film, à la fois entre la pensée de Moreau humain, la pensée de Moreau écrivain, le texte et la voix. Voilà, il y a plein de jeux comme ça. C'est un film qui nous a beaucoup plu. Est-ce que tu as des choses à dire dessus ? Effectivement, j'ai des choses à dire dessus. Je t'en prie. Le film m'a beaucoup plu, effectivement. Si je devais chipoter, je dirais que Denis Lavant lit vraiment toujours de la même manière, avec une voix rauque et abîmée un peu, quoi.
mais c'est une manière très efficace de lire et il le fait très bien, donc je vais pas lui reprocher. Mais sa manière de lire ressemble beaucoup à celle du bateau ivre, qui ressemble beaucoup à celle de La langue ne ment pas de Stan Newman. Mais il y a des variations à la fois dans le texte et dans sa manière de parler, donc ça va. C'est juste que il prend un rythme, quoi. Donc le film, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Je trouve que c'est le meilleur de cette sélection aujourd'hui. Et aux surprises, c'est un court-métrage documentaire. Comme quoi, il n'y a pas de secret. Le film, en fait, j'aime beaucoup cette forme documentaire et je me dis souvent que c'est ce genre de film-là que j'aimerais bien faire si je me lance un jour dans le documentaire, parce que c'est une forme très, très poétique qui non seulement filme l'écrivain, mais essaie de capturer un peu son univers et son monde par le médium cinéma, ce qui est vraiment pour moi la meilleure manière de faire un portrait d'écrivain, quoi. Parce qu'à la fois on le voit, toujours en gros plan, lui parler de son travail, de son rapport à l'écriture, que je trouve assez formidable, hein. Il dit qu'il a un rapport très charnel à l'écriture qui me touche beaucoup, un rapport presque érotique en fait, très vivant, hein, finalement, tu pourras sans doute mieux en parler que moi, mais qui est très, à mon avis, très lié à cette approche prolétaire de l'écriture, une approche classe ouvrière très matérielle en fait, pas matérialiste, hein, mais matérielle et concrète. Et ça se ressent dans le film avec donc l'alternance entre l'écrivain qui raconte son univers, sa vie, Denis Lavant qui lit, et on voit Denis Lavant, on n'entend pas juste sa voix, pour le coup, on le voit lire en fait, et on voit un corps en action qui lit, et c'est là où, c'est ça l'épitome pour moi de Denis Lavant, c'est qu'on l'entend et on le voit. Et on le voit s'agiter de plus en plus, se lever, les muscles tendus, la sueur qui coule, on l'entend s'énerver sur le texte parce qu'il n'arrive pas, il bloque un moment sur un mot, et c'est un moment que je trouve assez fort, où il dit « Ah merde, putain, désolé !» Et ça me fait beaucoup trop rire, et en même temps je trouve ça formidable de l'avoir gardé, ce moment-là, de pas avoir coupé le moment d'échec, le moment de frustration, et le moment où il va au-delà de la frustration et où il finit le texte, il continue. C'est vraiment génial, quoi. Et donc également l'alternance de ces deux passages-là avec filmer les dessins, filmer les objets, qui au premier abord ça fait très truc d'artiste plasticien, mais je trouve que ça a beaucoup de sens de filmer l'objet matériel et la représentation métaphorique ou très littérale en fait de ce que raconte l'écrivain sur les arbres, sur les objets, sur son rapport à l'écriture. On filme le brouillon raturé, on filme des photos de mineurs parce qu'il raconte son rapport à la mine et tout ça. Et vraiment ça m'a bien touchée comme film, alors que c'est assez... J'ai failli décrocher à plusieurs moments, mais ça veut pas dire que j'ai pas aimé. C'est juste que c'est un film où il y a beaucoup de mots, comme tu me l'as dit toi-même avant que je le voie. Il y a beaucoup de choses prononcées, il faut rentrer dedans, quoi. Et franchement, ça m'a vraiment cueilli, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce dialogue texte-auteur-objet, en fait. Texte étant Denis Lavant, auteur étant Marcel Moreau, objet étant tous les objets, ou même le décor furtif de la pièce dans laquelle ils sont, avec des vieilles lampes, des vieux trucs. Et pour parler un peu de l'image, il y a une lumière très chaude et très douce, très jaune, qui habille un peu l'ensemble et qui fait que tout ça marche très bien. En fait, ces trois séquences objet, auteur, texte, ça marche très bien parce qu'il y a la lumière et la couleur qui l'habille. Et ce truc très chaud et très, très jaune, ça m'a un peu évoqué une nostalgie tourmentée, en fait, ce qui est un peu ce que raconte l'auteur dans une enfance, une vie qu'on comprend difficile, mais qu'on comprend aussi très poétique et très bien racontée, quoi. Donc ça m'a donné envie de découvrir l'écrivain. Et dernier mot sur le son aussi, parce que j'ai trouvé le son hyper intéressant. Pas forcément les voix, mais il y a une musique en fait qui arrive à un moment, et c'est une musique très agressive, très industrielle, qui devient de plus en plus forte et qui tente de recouvrir
les mots de Denis Lavant, et Denis Lavant qui s'anime de plus en plus, et il y a vraiment une espèce de lutte entre l'agression industrielle de la musique et la littérature qui tente de percer et qui finit par gagner en fait. Et je termine juste par un résumé du film que j'ai trouvé sur je sais plus où j'ai trouvé, sur le site Film Documentaire, c'est ça. Donc la dernière phrase du résumé, elle résume un peu tout ce que je veux dire en fait, c'est donc ça, je cite: donc c'est un corps à corps, un corps charnel et un corps verbal qui dansent la danse des mots au risque de la chute. Voilà, donc c'est vraiment, je suis trop contente d'avoir vu ce film et contente de terminer l'épisode avec. Bah, je suis très content, je vais pas rajouter grand chose, que t'as dit énormément de choses. Oui, moi le film m'a complètement charmé, c'est un bloc brut, effectivement, qui est parfois abrupt, du coup. Oui. Parce qu'il y a énormément de mots, on passe très souvent de Denis Lavant en énergie à Marcel Moreau qui cherche ses mots, forcément, puisqu'il parle naturellement, et voilà, d'une forme de douceur à quelque chose de plus heurté, et donc cette dialectique entre l'homme et son art, l'homme dans sa douceur aussi, parce que c'est aussi quelqu'un qui a été très tourmenté, Marcel Moreau, qui a écrit des textes très noirs, qui a eu des problèmes de santé, et il le dit d'ailleurs dans le film, il parle de la mort, il parle de la dégénérescence du corps, il parle de tout ça. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont magnifiques. Moi, effectivement, ce qui m'a complètement touché, c'est de voir comment Denis Lavant, effectivement, incarne un texte. C'est-à-dire que lire, c'est jouer, et que du coup, c'est bouger, c'est être animé. Et donc on le voit avec ses petites lunettes, être concentré, et c'est un vrai travail. Et le voir de plus en plus essoufflé, parce que le texte, c'est un texte qui joue sur les répétitions, sur l'enchaînement jusqu'à non plus pouvoir, rajouter donc, jouer comme ça sur les mots. C'est un texte qui est volontairement heurté et qui est très très beau là-dedans. Et donc il demande cette énergie pour être lu, et donc quand on voit à la fin avoir des gouttes de sueur qui tombent, c'est essentiel comme image. C'est vraiment c'est le summum du film. Et tu dis, le voir se tromper, effectivement c'est touchant, mais c'est aussi magnifique de le voir, ne pas dire « Ah, je me suis trompé, je vais recommencer où ?» mais d'être heurté parce qu'il ne peut pas recommencer. Il ne peut pas dire « Ah ok, je recommence à un endroit. » Non, parce qu'en fait il l'incarne, il est en train de jouer quelque chose, et donc il est obligé de garder cette énergie, de la même manière qu'un acteur tu filmes en train de courir, et court bien avant que tu dises action, parce qu'il faut qu'il soit en énergie, il faut qu'il soit essoufflé, il faut qu'il soit dedans. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que tu peux pas juste garder un bout, il faut que l'énergie elle soit là, et on est à la fin du texte, il faut qu'il soit à la fin de l'énergie du texte, dans la lecture. Et donc voilà, filmer une lecture, c'est déjà un acte rare et beau. Filmer une lecture par Denis Lavant, c'est un acte magnifique. Filmer une lecture par Denis Lavant d'un texte de Marcel Moreau, c'est du sublime en fait. Voilà, il y a quelque chose... il y a une évidence qui se crée, je sais pas... Voilà, on a peu d'éléments, je sais pas qui a fait ces choix-là, est-ce que Moreau et Lavant se connaissaient, est-ce que Loyer s'est dit, tiens, ça c'est l'idée de génie qu'il faut... Oui. Voilà. Parce que évidemment, les autres films de Loyer, c'est faire rencontrer le texte de Moreau avec d'autres choses. Donc, il y a cette idée qu'il a travaillé en tant que lui-même artiste. Je sais pas, voilà, ce qui s'est passé, mais effectivement, il y a une magie. Tu l'as dit, le son est magnifique, tu l'as dit, les incrustations d'images, de photos, de dessins, tout est pertinent. Il y a vraiment quelque chose pour un film complètement amateur, filmé en DV par un artiste qui filme un autre artiste. Il y a une simplicité, une honnêteté, puis il y a un vrai moment cinématographique qui est beau. Donc voilà, je voulais juste terminer, du coup, vu que c'est de toute façon le dernier film, par la dernière phrase du film, qui est très belle, où il me semble c'est Marcel Moreau, donc en plus ce qui nous permet d'apprendre que pendant que Denis Lavant joue, Marcel Moreau est présent, ce qui n'est pas évident à la caméra. Au début, on le voit commenter, donc on sait qu'au début c'est une lecture d'un travail en cours, et donc on voit un dialogue, mais très rapidement Denis Lavant est dans le texte, donc il est tout seul, il habite, et on apprend à la fin, il y a quelques bouts de dialogue un peu, pas joués, c'est un documentaire, mais voilà, en surplus pendant le générique, et Moreau dit c'est Paganini qui se mettrait à jouer de la contrebasse. Oui. Voilà. Et, bon, je vais pas commenter, c'est juste
c'est juste beau, quoi. Mm. C'est juste, voilà, un auteur qui est confronté à la lecture de son œuvre, à la mise en vie de son œuvre. Et c'est assez dingue de se dire que dans le même épisode, on passe de Camping Sauvage à ça. Merci Denis Lavant, Bah oui, tu nous merci. fais voyager. Et merci Virgile Loyer qui a visiblement de la suite dans les idées. Voilà, donc du coup, c'est terminé pour cet épisode. On espère qu'il vous a plu, malgré ces rebondissements incessants. Pour la suite, donc pour le prochain épisode, on va voyager à travers la télévision, séries comme téléfilms, toujours des courts-métrages, peut-être qu'on trouvera, peut-être qu'on ne trouvera pas, toujours des longs-métrages, toujours des films étrangers, voilà, pourquoi pas, des grands réalisateurs, des réalisateurs moins connus, des premiers films, encore un Léo Scarax, parce Oui. que pourquoi pas. On fera normalement, on l'a fait déjà annoncer, on vous promet, il arrive, un épisode avec une autre intégrale d'un réalisateur en un seul épisode. Normalement, c'est le prochain. Avec des invités. Avec des invités. On continue à vous préparer ça, on continue à vous teaser, voilà, restez connectés, restez à l'écoute, ça arrive très bientôt. Voilà, si c'est pas le prochain épisode, on fera encore un épisode de Denis Lavant, mais normalement, c'est le prochain, c'est quasiment bouclé. En attendant, portez-vous bien, voyez des films avec ou sans Denis Lavant, bons ou mauvais. Essayez d'en tirer le maximum quoi qu'il arrive. Et on vous retrouve très rapidement. Bisous! Des bisous!